Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour chers apprenants. Je vais vous entretenir sur le module relatif à la prévention et contrôle des infections et entraînement digne et sécurisé dans le contexte des urgences de santé publique. Il s'agit d'une présentation de la Task Force PCI. Comme objectif d'apprentissage, les apprenants que vous êtes seront capables à la fin de la présentation d'expliquer ce qu'est la prévention, contrôle des infections et son importance. Savoir quelles sont les précautions standards, mettre en place les précautions complémentaires et décrire les étapes essentielles des enterrements dignes et sécurisés. Pour cela, nous allons vous soumettre le plan suivant, une introduction. Et en première partie, nous allons parler de la prévention et le contrôle des infections, ainsi que son importance. En deuxième partie, comment se propagent les infections. Troisième partie, nous allons faire une petite introduction aux précautions standards. Et quatrièmement, les précautions complémentaires vont être détaillées. Nous allons terminer la présentation par les entraînements dits et sécurisés ainsi que la conclusion. Alors, en introduction, il faut dire qu'au cours des urgences de santé publique de portée nationale ou internationale, la PCI ou prévention des contrôles des infections est un pilier important à raison du risque de propagation de la maladie. La mise en place des mesures vigoureuses vont contribuer à limiter la morbidité et la mortalité. La protection du personnel de santé, des patients et de la communauté nécessite une qualité de soins et une prise en charge des dépôts irréprochables. Qu'est-ce que la prévention et le contrôle des infections ainsi que son importance? La PCI se réfère aux politiques et procédures utilisées dans le but de minimiser les risques de transmission des infections. Elle s'applique aussi bien dans la lutte contre les infections associées aux soins IAS, dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens RAM, que lors des urgences de santé publique, par exemple des maladies à potentiel épidémique, MPE. Le but de la PCI est d'assurer la protection des personnes vulnérables au risque d'attraper des infections lors des soins et dans les établissements de santé ou en dehors. Un autre but aussi est de protéger à la fois le personnel, les patients, la famille et la communauté. Comment se propagent donc les infections? À travers ce qu'on appelle la chaîne de transmission. Vous voyez des anneaux qui illustrent cette diapositive. Et la chaîne de transmission est composée de l'agent pathogène, du réservoir, de la porte de sortie, du mode de transmission, la porte d'entrée et l'os susceptible. Pour qu'une infection se propage, tous les liens là doivent être connectés. Briser un de ces liens arrêtera la transmission de la maladie. Au niveau des agents pathogènes responsables d'infection, il s'agit d'un micro-organisme qui peut causer une maladie. Par exemple, les bactéries, les virus, les parasites, les prions, etc. Ce sont des micro-organismes qui peuvent survivre dans les fluides, tels que le sang, les vomissements et l'eau. Ils peuvent survivre aussi dans l'air sur les surfaces, telles que les planchers et les tables, ainsi que sur les vêtements, incluant les équipements de protection individuelle, les EPI. Au niveau du réservoir, il faut que c'est un milieu où un agent pathogène peut survivre. C'est le cas du réservoir humain. Les animaux aussi peuvent être des réservoirs, tels que les insectes. On a aussi l'eau et le sol. On a aussi les équipements et le matériel. Par exemple, le matelas et les stéthoscopes. Nous allons mettre l'accent sur le réservoir humain. Il y a trois types de réservoirs humains. Il y a d'abord les personnes malades qui présentent les signes et les symptômes de la maladie. C'est le cas de la grippe. On a aussi les personnes porteuses qui sont infectées mais qui ne présentent aucun signe ou symptôme. Elles peuvent transmettre pourtant la maladie à d'autres personnes. C'est le cas du VIH au début. Il y a enfin
les personnes colonisées, qui sont des personnes porteuses d'un agent infectieux, mais qui n'ont pas d'infection. Elles peuvent transmettre l'infection à toute personne. Par exemple, les staphylocoques dorés multirésistants. Comme port de sortie des agents pathogènes, nous avons le système respiratoire, le système gastro-intestinal, le liquide biologique, les liquides biologiques tels que le sang, le système génito-urinaire et aussi les ports d'entrée cutanés, les ports de sortie cutanés. Les modes de transmission, il y en a trois essentiellement. Donc, l'agent pathogène se déplace d'un réservoir à un autre par, premièrement, contact. Il s'agit de contact direct ou indirect par la propagation, par le toucher. Par aussi les gouttelettes. C'est la propagation par des petites ou de grosses gouttelettes. Par exemple, le cas de méningite. Il y a un mode de transmission aussi aérien, par la propagation par des micro-gouttelettes. C'est le cas de la tuberculose, la varicelle et la rougeole. Alors, les pathogènes se déplacent aussi d'un réservoir à un autre à travers ce qu'on appelle un véhicule commun. Donc, il y a transmission indirecte par le matériel contaminé. Peut être l'eau, la nourriture, les surfaces, etc. Mais aussi par les vecteurs. Donc, transmission par les insectes tels que les moustiques, les mouches, les tiques et autres invertébrés. Concernant le mode de transmission par contact, c'est lorsqu'on manipule un malade ou bien ses souillures, des liquides biologiques et corporels. Lorsqu'on manipule aussi un cadavre, un animal mort ou malade dans la forêt et par contact direct, y compris sexuel, avec un cas suspect. La porte d'entrée, c'est du mécanisme par lequel l'agent pathogène pénètre dans l'autre. On a le système respiratoire supérieur, le système gastro-intestinal, les liquides biologiques tels que le sang, le système génito-urinaire et les voies cutano-muqueuses. L'os susceptible, c'est toute personne à risque d'être infectée par une maladie. Donc, on a comme catégorie de personnes à haut risque d'infection. Il s'agit notamment des femmes enceintes, des enfants prématurés ou enfants malnutris, les patients immunodéprimés, les patients diabétiques, les patients opérés. Comment faut-il briser la chaîne de transmission? À travers la mise en place de ce qu'on appelle les précautions standards. Une fois que ces précautions standards sont mises en place, vous voyez que nous allons briser la chaîne de transmission. Cela nous amène à passer à une introduction sur les précautions standards. Qu'appelle-t-on précaution standard? Il s'agit du niveau de pratique minimale de lutte contre les infections, utilisé pour réduire le risque de transmission des agents pathogènes provenant de sources reconnues et non reconnues. Elles doivent être utilisées pour tous les patients, en tout temps, quel que soit le lieu. Les précautions standards ont 8 composantes pour empêcher la transmission d'une infection. Il faut pour cela appliquer une bonne hygiène des mains, avoir une bonne hygiène respiratoire, porter un épi approprié en fonction de l'évaluation des risques, effectuer le nettoyage et la désinfection de l'environnement, éliminer les déchets de façon appropriée, décontaminer, à savoir nettoyer, désinfecter, stériliser l'équipement de soins, pratiquer la sécurité des objets piquants, coupants, tranchants, qu'on appelle aussi sécurité des éjections, effectuer le nettoyage et la désinfection du linge souillé. Qu'il faut-il retenir comme point clé au niveau des précautions standards? Il faut se laver les mains à l'eau courante et au savon et se frictionner les mains avec une solution hydroalcoolique. Ne jamais utiliser la solution hydroalcoolique sur des mains visiblement sales ou mouillées. Utiliser de l'eau chlorée à 0,05% est acceptable si d'autres produits ne sont pas disponibles pour l'hygiène des mains. Pratiquer le principe de base, les principes de base de l'hygiène, de l'entretien des locaux et des surfaces. Toujours procéder de la zone la plus haute à la zone la plus basse et de la zone la plus propre à la zone la plus sale. Toujours nettoyer avant de désinfecter une surface ou un matériel réutilisable de soins. Pratiquer la technique de 3 seaux dans l'ordre suivant. Un seau pour le nettoyage, un seau pour le rinçage et un seau pour la désinfection des locaux.
Afin d'éviter la formation de gouttelettes, d'éclaboussures ou la dispersion du liquide, il ne faut jamais pulvériser le désinfectant sur les épis et ou sur les aires de soins cliniques, qu'elles soient occupées ou non. Il faut toujours vider les eaux usées avec ou sans chlore et les liquides biologiques dans la latrine des patients, dans un vidoir ou dans une fosse dédiée. Il faut utiliser un flacon de médicaments et du lin stérile à dose unique chaque fois que c'est possible. En cas d'utilisation d'un flacon multidose, il faut prendre plus de précautions pour éviter la contamination. Les aiguilles et les seringues doivent être utilisées pour un seul patient. Il ne faut jamais utiliser la même ampoule de médicaments pour plus d'un patient. Ne pas utiliser un flacon simple dose pour un usage multiple. Ne jamais désadapter ni récapuchonner une aiguille. Ne pas laisser l'aiguille dans le flacon ou dans la bouteille. Trier correctement les déchets augmente leur production. Les déchets ménagers dans une poubelle munie de sachets noirs, les déchets infectieux dans une poubelle munie de sachets jaunes ou rouges, les déchets piquants ou points tranchants dans une poêle de sécurité. L'incinération et la banalisation sont les moyens de destruction des déchets et du matériel non réutilisable affecté. Concernant les précautions complémentaires, qu'on appelle aussi précautions additionnelles ou supplémentaires, alors, quand est-ce qu'il faut mettre ces précautions-là en place? Les précautions complémentaires s'appliquent chez les patients qui sont sous-soignés ou qui ont une infection confirmée pour un agent pathogène hautement transmissible. C'est le cas de la COVID et de la maladie du choléra. Lorsque l'agent pathogène est considéré important du point de vue épidémiologique, par exemple la tuberculose multirésistante ou les bactéries multirésistantes. Lorsque les interventions médicales augmentent le risque de transmission d'un agent infectieux précis, c'est le cas des intubations dans le cas de la COVID. Enfin, lorsque la situation clinique nécessite, en plus des précautions standards, d'autres précautions, c'est le cas du service de grands brûlés, de néonatologie, etc. Cet ensemble de mesures additionnelles est basé sur le mode spécifique de transmission des maladies infectieuses et vise à compléter les précautions standards. Quels sont les niveaux de précaution? On a d'abord les précautions standards qu'il faut maintenir en tout temps et en tout lieu de façon permanente afin d'éviter la transmission des infections. Une fois que la transmission est faite, pour éviter que le germe se propage, il faut mettre en place la propagation, les précautions complémentaires. Les activités liées aux précautions complémentaires sont l'isolement, l'affichage et la note dans le dossier, le port des épis, le matériel et équipement dédié à la zone d'isolement et les autres mesures de nettoyage, le transport et le déplacement du patient ainsi que la communication. Classification des précautions complémentaires. Les précautions complémentaires peuvent être classées en trois grandes catégories. Les précautions de contact. Covid, maladie à virus Ebola, fièvre Lassa. Les précautions de gouttelettes. Covid-19, méningite, par exemple. Et les précautions complémentaires aériennes, tuberculose et rougeole. Certaines infections peuvent nécessiter une combinaison de plusieurs catégories. Par contact et gouttelettes, par exemple, dans le cas de la COVID. Quand faut-il choisir les précautions de contact? Lorsqu'un patient est connu ou suspecté d'être infecté et ou porteur d'une maladie transmissible par un contact avec le patient ou son environnement et ou son équipement. Les mesures à mettre en place dans le cas des précautions de contact. Mettre une affiche sur la porte. Mettre une note dans le dossier. La chambre d'isolement doit être individuelle de préférence, mais pas obligatoire. Avant d'entrer en contact avec le patient ou son environnement, il faut effectuer l'hygiène des mains, mettre les gants et la blouse. Immédiatement après le contact avec le patient et ou son environnement, il faut suivre les séquences de retrait des épis et il faut effectuer l'hygiène des mains. Le matériel tel que les thermomètres, les stéthoscopes, le tensiomètre, le glucomètre,
carreaux, etc., doit être dédié à la zone d'isolement. L'agent d'entretien applique les mesures d'isolement. Il planifie le nettoyage de la chambre en dernier. Le visiteur se lave les mains avant et après la visite. Il faut s'assurer qu'il comprend les mesures d'isolement et la raison. Le personnel soignant se lave les mains avant et après la visite. Lors des soins directs, il faut appliquer les mesures d'isolement. L'agent ne doit pas prendre soin des autres patients qui sont hors de la zone d'isolement. Lors du transport du patient, il faut aviser le service de réception. Le patient se lave les mains et est recouvert d'un drap propre, notamment dans le pansement étanche si l'infection est cutanée. Quand faut-il choisir les précautions de gouttelette? Lorsqu'un patient est connu ou suspecté d'être infecté et ou porteur d'une maladie transmissible par des gouttelettes respiratoires. Les gouttelettes respiratoires sont des petites quantités de liquide provenant des poumons, de la bouche ou du nez qui sont expulsés dans l'air lorsque le patient tousse, parle ou éternue. Les mesures à mettre en place dans le cas de précaution de contact. Mettre sur la porte une affiche ou sur le lit. Mettre une note dans le dossier. La chambre doit être individuelle de préférence, mais pas obligatoire. À plus d'1 mètre du patient, il faut effectuer l'hygiène des mains, mettre un masque de procédure ou masque chirurgical. Immédiatement après avoir atteint une distance de plus d'1 mètre du patient, il faut retirer le masque de procédure, il faut effectuer l'hygiène des mains. L'agent d'entretien applique les mesures d'isolement. Il planifie le nettoyage de la chambre en dernier. Le visiteur se lave les mains avant et après la visite. Il met un masque de procédure et il faut s'assurer qu'il comprend les mesures d'isolement et la raison. Le personnel soignant se lave les mains avant et après la visite. Il met un masque chirurgical. Il faut s'assurer qu'il comprend aussi les mesures d'isolement et la raison. Lors du transport du patient, il faut aviser le service de réception. Le patient se lave les mains et porte un masque de procédure. Quand faut-il choisir les précautions aériennes? Lorsqu'un patient est connu ou suspecté d'être infecté et ou porteur d'une maladie transmissible qui peut être transmise sur de longues distances dans l'air. Dans ce cas-là, il faut mettre les mesures suivantes en place. Mettre une affiche sur la porte et le lit. Mettre une note dans le dossier. Cette fois-ci, la chambre doit être individuelle obligatoire. Il faut s'assurer qu'il existe une bonne ventilation de la chambre, soit la chambre est en pression négative ou bien on utilise la ventilation naturelle. Avant d'entrer dans la chambre, il faut effectuer l'hygiène des mains, il faut mettre un masque respiratoire FFP2 ou un masque N95 et non un masque chirurgical. Après avoir quitté la chambre, il faut retirer le masque respiratoire FFP2 ou N95. Il faut effectuer aussi l'hygiène des mains. L'agent d'hygiène applique les mesures d'isolement et planifie le nettoyage de la chambre en dernier. Le visiteur applique les mesures d'isolement. Il faut s'assurer aussi que lui, il comprend les mesures d'isolement et la raison. Le personnel soignant applique les mesures d'isolement. Il faut s'assurer que lui aussi, il comprend les mesures d'isolement et la raison. Et lors du transport du patient, il faut aviser le service de réception. Le patient se lave les mains et cette fois-ci, il porte un masque de procédure. Quelques caractéristiques de la zone d'isolement. Il s'agit d'une chambre individuelle dotée de dispositifs sanitaires. Si ce n'est pas possible, il faut une chambre ou une pièce collective. Dans ce cas-là, il faut regrouper les patients infectés par le même micro-organisme. Pour cela, il faut augmenter la distance entre les deux patients. Il faut utiliser un séparateur lavable portatif. Si l'environnement n'est pas bâti, il faut prévoir les commodités telles que la station de lavage des mains, les bassins, les urinoirs, etc. Il faut disposer dans la zone d'isolement de fournitures telles que le savon, l'eau propre, la solution hydroalcoolique, le lit, le bassin, urinoir, les poubelles, la boîte de sécurité, etc. Il faut disposer aussi dans la zone d'isolement d'équipements dédiés aux patients. Et cela se fait en fonction du type d'isolement. Il faut identifier un espace
pour mettre et retirer les épis dans la zone d'isolement. Quels sont les points clés à retenir concernant les précautions complémentaires? Les produits et matériels pour isolement doivent être conservés et utilisés uniquement en isolement. Décontaminer le matériel réutilisable avant chaque utilisation et avant de le retirer de la zone d'isolement. La zone d'isolement doit toujours être nettoyée et désinfectée en dernier. Respecter scrupuleusement les procédures du port et du retrait des épis. Limiter les déplacements du patient hors de la pièce à des fins uniquement médicales. Il faut informer dans ce cas-là le brigadier et le service receveur. Il faut manipuler et éliminer tous les déchets avec soin car ils sont tous infectieux. Concernant les enterrements dignes et sécurisés, il faut comprendre qu'au cours des gestions de santé publique, la propagation des germes par contact avec les malades, leurs proches, y compris après la mort, met en péril les liens entre individus, entre communautés et avec les intervenants du système de santé qui sont mis à leur service. Il importe donc d'inhumer de manière sûre les corps des personnes venant à mourir durant les flambées de ces maladies. Il faut donc trouver un juste équilibre entre la sécurité biomédicale et les besoins culturels, religieux, sociaux et personnels des familles et des communautés endeuillées. Quelle est l'importance de l'enterrement digne et sécurisé? Les rites funéraires tels que pratiqués en Côte d'Ivoire entraînent une manipulation des corps par des proches parents, amis du défunt. Ce contact direct avec la dépouille maintient et renforce la chaîne de contamination des agents pathogènes, tels que les virus et les bactéries, notamment ceux qui sont hautement transmissibles. Ces croyances et pratiques se heurtent souvent aux règles de biosécurité pour la gestion des corps, d'où l'importance d'une forme d'enterrement acceptée par la communauté et qui respecte les règles de prévention et contrôle des infections. Quels sont les principes de l'enterrement digne et sécurisé? Au niveau de la dignité, il s'agit du respect du défunt, de ses proches, ainsi que de la communauté et de la tradition. Il faut travailler avec les leaders religieux, coutumiers et la famille du défunt sur l'adaptation de certains rites funéraires afin de les rendre compatibles avec les normes de sécurité, de biosécurité. Au niveau de la sécurité, il s'agit du respect de biosécurité. La gestion des corps selon les normes de biosécurité reste encore le seul moyen de prévention pour l'équipe d'intervention, les proches du défunt et la communauté. Alors pour cela, l'OMS a mis en place un protocole de gestion sans risque d'élimination des dépouilles en 12 étapes. Étape 1. Avant le départ, il faut constituer l'équipe et préparer la logistique. Étape 2. Réunir tout le matériel nécessaire. Étape 3. À l'arrivée au domicile du défunt, préparer l'inhumation avec la famille et évaluer les risques. Étape 4. Mettre un équipement de protection individuelle complet. Étape 5. Placer la dépouille dans la housse mortuaire. Étape 6. Placer la housse mortuaire dans un cercueil lorsque c'est culturellement approprié. Étape 7. Désinfecter l'environnement familial. Étape 8. Enlever les épis, effectuer une gestion rationnelle des déchets et pratiquer l'hygiène des mains. Étape 9. Transporter le cercueil ou la housse mortuaire jusqu'au cimetière. Étape 10. Au niveau du cimetière, il faut placer le cercueil ou la housse mortuaire dans la tombe. Étape 11. Toujours au cimetière, permettre aux membres de la famille et de la communauté de prier. Enfin, étape 12. Retour à l'hôpital ou au quartier général de l'équipe d'intervention. Quels sont les points clés à retenir concernant une inhumation sans risque d'un patient suspect ou confirmé à une maladie? Au niveau de la composition de l'équipe chargée de l'inhumation, il faut 4 personnes responsables de la prise en charge de la dépouille. Ces 4 personnes portent un épi complet en fonction des risques auxquels ils sont exposés sur le théâtre des opérations, sur le terrain. Un agent chargé du nettoyage
et la désinfection. Lui aussi, il porte un épi complet. Un superviseur technique, un agent chargé de la communication avec la famille et la communauté, un chef religieux. Ces trois dernières catégories de personnes ne portent pas d'épi obligatoirement, mais quand même, il faut évaluer les risques avant de mener l'opération sur le terrain. Il faut préparer la housse ou sac mortuaire qui recevra la dépouille. La housse doit être imperméable, en matière vinyle et des dimensions minimales de 2,15 m sur 1,1 m. La housse doit être capable de supporter un poids compris entre 100 et 125 kg. La housse doit être munie d'au moins 4 poignées pour transporter le corps en toute sécurité. Elle doit être conçue pour un confinement total des agents pathogènes véhiculés par des produits biologiques. À l'arrivée de l'équipe, il faut échanger avec la famille, c'est-à-dire saluer la famille, présenter ses condoléances avant toute action, demander respectueusement à la famille de choisir un porte-parole, discuter avec la famille de l'organisation de la prise en charge de la dépouille et expliquer les procédures de biosécurité, identifier les membres de la famille qui participeront au rite funéraire, à savoir la préparation du corps, hein, les prières, les oraisons funèbres, la fermeture du secret, etc. Évaluer, il faut aussi évaluer l'environnement où vous allez intervenir. Allez voir la pièce où se trouve la dépouille, ouvrir les fenêtres et la porte pour avoir le plus possible d'air et de lumière. Il faut évaluer la taille et le poids du défunt afin de choisir une housse mortuaire à la bonne taille. Cette housse doit être opaque. Si un cercueil est utilisé, il faut le placer à l'extérieur de la maison. Il faut demander à la famille les pièces et les annexes, c'est-à-dire la salle de bain, la salle de toilette, que le patient a fréquenté, car elle doit être nettoyée et désinfectée. Il ne faut jamais pénétrer dans la zone où se trouve la dépouille sans endosser les épis complets. Il faut effectuer un prélèvement buccal, hein, par exemple dans le cas de la COVID, pour des examens de confirmation en laboratoire, si cela s'avère nécessaire. La manipulation du corps doit être réduite au maximum. Aucun produit ne doit être pulvérisé sur la dépouille. La dépouille ne doit être ni lavée ni embaumée. Il faut désinfecter l'extérieur de la housse à l'aide d'une solution chlorée à 0,5% ou d'un autre désinfectant une fois la dépouille transférée dans la housse. Il faut de même désinfecter l'extérieur du cercueil à l'aide d'une solution chlorée à 0,5% ou d'un autre désinfectant une fois la housse transférée dans le cercueil. Si la famille le souhaite, il faut placer les vêtements et ou les objets personnels du défunt dans le cercueil. Sinon, il faut les mettre à l'écart en vue de leur destruction. Il faut nettoyer et désinfecter les pièces de la maison ainsi que les objets réutilisables. Il faut ainsi incinérer le matelas souillé par les liquides biologiques. Il faut suivre la procédure de retrait des épis en toute sécurité. Il faut prendre le temps nécessaire pour qu'un hommage soit rendu au défunt. Par exemple, une éloge funèbre et des chants religieux afin de faciliter, afin de faciliter le départ pour le cimetière et dans le respect des usages culturels et religieux. Il faut distribuer les gants de ménage aux membres de la famille qui porteront le cercueil. Le cercueil ayant été désinfecté, les gants de ménage suffisent pour protéger ceux qui feront le transport. Au niveau du cimetière, il faut placer les ficelles, les cordes et ou les ficelles permettant de descendre le cercueil ou la hausse mortuaire dans la tombe. Il faut permettre aux membres de la communauté de prier car cela dissipe les tensions et offre un moment de recueillement. Il faut rassembler tous les gants ménagers qui ont été utilisés et les mettre dans un sac de déchets en vue de leur désinfection.
faut veiller à ce que toutes les personnes qui ont participé aux funérailles se lavent les mains. Il faut remercier en fait les membres de la famille avant de se retirer. De retour à l'hôpital ou au quartier général de l'équipe de dimension, le véhicule qui a servi aux funérailles doit être nettoyé et désinfecté, notamment l'arrière du véhicule. À la fin de la journée de travail, avant de rentrer chez eux, les membres de l'équipe doivent retirer leurs portes en caoutchouc, les laver et les désinfecter à l'aide d'une solution chlorée à 0,5%. Les bottes en caoutchouc doivent rester à l'hôpital ou dans, dans les locaux de l'équipe d'intervention. Il faut toujours signaler tout problème qui a été constaté. Pour la gestion des déchets, il faut prévoir un conteneur étanche et résistant à la perforation pour les objets piquants ou tranchants. Il faut prévoir aussi 2 sacs étanches pour les déchets infectieux. L'un va servir pour les déchets jetables, ceux qui vont être désinfectés, et d'autres ceux qui vont être détruits, c'est-à-dire incinérés. L'autre pour les déchets réutilisables qui seront destinés à la désinfection pour un usage ultérieur. Des solutions nettoyantes et désinfectantes doivent être préparées pour le jour même. Et savon de l'eau savonneuse d'une solution chlorée à 0,05%, soit 0,2 degrés kilométriques pour l'hygiène des mains. Une solution chlorée à 0,5% ou 2 degrés kilométriques pour la désinfection des objets et des surfaces. En conclusion, nous pouvons dire que la prévention et contre les infections est une exigence à mettre en œuvre pour lutter contre les flambées infectieuses. Les précautions standards limitent la survenue des infections sous-soins et la résistance aux antimicrobiens, tandis que les précautions complémentaires réduisent la propagation des germes, notamment lors des maladies à potentiel épidémique ou au cours des urgences de santé publique. Quant aux entraînements dignes et sécurisés, ils contribuent à la lutte contre les épidémies. Chaque acteur, qu'il soit personnel de santé ou population, se doit donc de jouer un rôle essentiel en faveur de la qualité des soins. Je vous remercie de votre aimable attention.